un élément important, c'est de comprendre pourquoi faire du logement social et en quoi ça peut être intéressant pour nos territoires. Vous allez voir en parallèle de mon intervention des chiffres clés défiler. Le produire aujourd'hui du logement social est un élément complexe qui demande pas mal d'énergie. Nous allons le voir tout au long de cette matinée à partir de 3 thématiques et avec 3 intervenants. À mes côtés, vous découvrez Stéphane Duport-Rosan, le directeur général d'Actis, qui sera notre grand témoin ce matin et qui conclura ce webinaire dans une vision un peu synthétique et transversale. Le logement social, depuis quelques années, on va dire depuis 3-4 ans, est pas mal chahuté par la réglementation. Je pense que nos intervenants et notre grand témoin y reviendront. La réduction du loyer de solidarité, la réduction de l'APL, l'année dernière, 2020, une année un peu exceptionnelle avec une période électorale qui s'est étalée dans le temps et aujourd'hui, un peu de temps pour beaucoup de nouveaux élus pour prendre la dimension de ce qu'est la production de logements sociaux. Donc, la nécessité dans ce webinaire de recaler les éléments les plus importants pour produire. Il y a le premier acte qui est lié à la question du foncier, il y a l'acte de la production elle-même, et puis il y a le financement qui est un élément important, vous verrez, et tout aussi complexe que les autres accès à cette clé qui est le logement social pour nos territoires. Assez rapidement, nous allons pouvoir voir une petite vidéo d'introduction qui va vous permettre, on va dire, de planter le décor avant d'attaquer les prises de parole sur ce webinaire. Aujourd'hui, il est très difficile de parler du logement social, mais plutôt des logements sociaux qui s'intègrent à la ville, dans du tissu ancien, dans du tissu central, dans des petits collectifs, aussi dans des grands ensembles qui ont été hérités de la période de construction, mais qui sont aujourd'hui rénovés. Donc on a quand même une très grande palette d'appartements, d'immeubles, de logements sociaux. En fait, la situation où les emplacements prévus pour le logement social dans les villes sont totalement stratégiques sur la fabrication de la société urbaine. Les emplacements permettent de rééquilibrer des quartiers, d'augmenter la mixité sociale. Le logement social, c'est pas un produit, c'est pas quelque chose qu'on dessine dans un coin et que l'on vend. C'est un enjeu de société qui est extrêmement fort. C'est vrai dans la définition du logement lui-même, dans le dessin du logement, dans la générosité des espaces qui sont donnés, et dans la possibilité d'innovation, que ce soit dans les performances énergétiques, de telle manière que finalement il y ait moins de charges à payer parce que le logement consomme moins d'énergie. Tout ça est une grande ambition du logement social. L'EM, c'est un atout social et un atout économique. Un atout social parce que ça permet à 80% de la population de se loger, ça permet aux personnes qui n'ont pas trop les moyens aussi de se loger, et c'est un atout économique parce que les artisans territoriaux travaillent pour la construction des bâtiments et aussi pour l'économie présentielle, parce que quand on fait des économies sur son logement, on dépense un peu l'argent ailleurs. La présence de logements sociaux sur un territoire, ça amène de la population et ça amène des gens qui seront amenés à travailler dans les entreprises locales. Mais aussi, ça va aussi inciter les entreprises à venir s'installer sur le territoire parce qu'elles auront les salariés pour travailler chez elles. Quand on regarde le coût-bénéfice du logement social en France, on a plutôt tendance à dire que le logement social va rapporter plus que ce qu'il coûte. Si on regarde juste l'écart de loyer, par exemple, entre un logement social et un logement privé, au niveau macro français, on est autour de 10 à 11 milliards de loyers en moins payés par les locataires du parc social par rapport aux locataires du parc privé. Il faut voir que cet argent-là, il est reconsommé dans l'économie. C'est de l'argent qui va circuler, qui va faire de la croissance, et donc c'est aussi un soutien à l'économie. Le logement social permet de protéger du mal-logement. Or, on sait que le mal-logement a des impacts économiques extrêmement négatifs. Et le logement social coûte plutôt moins cher que les autres types de logements subventionnés, comme le Pinel par exemple. Donc on voit bien que globalement, quand on regarde les objectifs et la réalisation de ces objectifs, on a un parc HLM en France qui fonctionne plutôt bien. Cette vidéo, elle essaye d'approcher les raisons du pourquoi faire du logement social. On l'a bien vu, pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes, pour faire baisser le coût
des logements, donc améliorer le pouvoir d'achat, pour aussi dynamiser des territoires, pour leur permettre d'attirer des populations ou de les maintenir sur place. Par contre, maintenant, la question qu'on va poser à Pascale Clerc, qui est notre première intervenante et qui est directrice générale adjointe à la maîtrise d'ouvrage chez Alpizer Habitat, qui va nous expliquer en gros comment construire, quel est le premier acte à avoir pour réussir à construire du logement social. Je te laisse la parole, Pascale, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a des besoins et on démarre toujours par un terrain quand on appréhende la construction d'un projet de logement social. Alors, je vais essayer de faire avancer ma... Attendez, j'ai un petit souci pour faire avancer ma vidéo. Décidément, voilà, hop. Voilà, donc commençons par définir un besoin. Vous commencez par définir un besoin sur vos territoires. Quelle est l'opportunité de construire du logement social? Comment lancer une étude de projet? Et surtout, comment faire en sorte que le foncier permette la construction de logements sociaux, c'est-à-dire soit abordable. Effectivement, on engage un projet sur du long terme. Ces réflexions aussi doivent être menées sur du long terme, car quand on réfléchit aux besoins de son territoire, on regarde évidemment la demande qui peut s'exprimer sur ce territoire-là, mais cette demande, elle se fait à un instant T et elle n'est pas seulement, enfin, il n'y a pas que la demande qui peut représenter les besoins. En effet, on a aussi souvent une demande qui s'exprime là où il y a déjà du logement social. Et quelquefois, là où il y en aurait besoin, la demande ne s'exprime pas tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Par contre, il y a des observatoires qui peuvent vous permettre de suivre l'évolution de votre territoire, notamment l'Observatoire départemental de l'habitat qui apporte de nombreuses statistiques depuis plusieurs années. On a des documents de planification plus larges. Le plan local de l'habitat est vraiment l'élément majeur qui peut vous permettre justement de vous inscrire dans une politique locale du logement, puisque son objectif au PLH, c'est de répondre aux besoins en logement, en hébergement, favoriser le renouvellement urbain, assurer entre les communes une répartition équilibrée des logements locatifs sociaux. Donc, à l'échelle d'un bassin de vie, beaucoup d'informations sont inscrites dans ce document. Donc, quand on pense attractivité pour un projet de logement, pour faire venir une population, on pense notamment à la proximité des services, des transports en commun, des commerces. On évitera l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. Bref, il y a de nombreux paramètres qui sont à prendre en compte. Alors, ce besoin, donc, on l'a vu, il s'inscrit dans le PLH. Il y a un dialogue qui est évident, qui est nécessaire à l'échelle d'un bassin de vie, c'est-à-dire avec les EPCI, enfin dans le cadre de son EPCI, avec l'État également qui va gérer l'implantation des logements sociaux, qui va justement éviter qu'il y ait trop d'étalement urbain, par exemple. Et donc, on va créer une synergie avec les collectivités locales, le bailleur et les collectivités locales pour contribuer au développement du territoire. Alors, comment travailler en amont avec un bailleur? C'est important de consulter très en amont d'un projet un bailleur social parce que ce bailleur va vous amener son expertise en termes de construction, mais également en termes de gestion future de la résidence. C'était indiqué dans la vidéo que nous venons de voir. C'est vrai qu'on s'inscrit dans un projet à long terme et le bailleur un bailleur local sera donc proche de la collectivité tout au long de la vie du bâtiment. Donc, le bailleur va vous amener aussi sa volonté d'innover, d'anticiper et de préserver les ressources. Il va faire le maximum dans le cadre du développement de ce projet pour maîtriser les charges futures de ses locataires et répondre aux évolutions de notre société et aux aspirations des habitants qui, eux aussi, évoluent au fil du temps. On a tous en tête actuellement des demandes beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années concernant des espaces extérieurs, un coin dans son logement un petit peu plus large, par exemple pour faire du télétravail, etc. Donc, il s'agit d'être en veille et c'est le rôle des bailleurs
de s'assurer que l'évolution de leur construction permet bien évidemment de répondre aux aspirations des habitants. Donc, cet interlocuteur de long terme va assurer demain donc, la gestion de proximité, c'est-à-dire qu'il va accompagner les habitants dans leur vie au quotidien, dans leur quartier, et il va les rendre acteurs de leur cadre de vie, en favorisant notamment les initiatives de ces habitants dans le quartier. Et en gros, on inscrit donc ce partenariat sur un territoire afin de promouvoir le lien social, l'insertion avec tous les acteurs locaux. Ce qu'il est important de dire, c'est qu'il n'y a pas obligation pour une collectivité aujourd'hui de mettre en concurrence les bailleurs pour en choisir un. Donc, il est tout à fait possible de choisir un bailleur sur référence en début de projet. Alors, il s'agit d'inscrire un projet dans un environnement qui existe. Bien évidemment, il faut prendre en compte les outils d'urbanisme qui sont là, leurs contraintes, leurs atouts, le PLU ou le PLUI, les plans de prévention des risques notamment, mais pas que. L'approche foncière doit être repensée dans des objectifs de lutte contre l'étalement urbain, le zéro artificialisation nette, et qui est inscrit quand même comme priorité par l'État. Il s'agit aussi de favoriser la densification à l'échelon opérationnel. Par exemple, dans le PLU, on pourra se saisir de ce document d'urbanisme pour y inscrire une densité minimale pour la construction de logements sociaux. Donc, on voit bien que les collectivités ont des outils et ont à leur main voilà, des possibilités donc d'orienter en tout cas la construction de logement social à travers notamment différents sujets et de l'accompagner en anticipant les concertations avec le voisinage, ceci permettant de limiter les recours sur les permis de construire par exemple, en organisant des réunions publiques. Donc on voit bien qu'il est important aussi d'accompagner le projet à ce moment-là. Donc, le foncier, il faut le capter, il faut le rendre compatible avec la construction d'une opération de logement social. En effet, on peut noter que dans ces 20 dernières années, le coût du foncier a été multiplié par 3. Et il faut aussi ne pas oublier que le coût d'un foncier pour une opération de logement, c'est non seulement le prix du terrain, mais également les coûts de l'ensemble des aménagements qui sont nécessaires pour utiliser ce foncier, pour construire. Ce sont par exemple des coûts de démolition, de dépollution, d'amener de réseau, etc. Et ça, c'est extrêmement important en fonction des territoires. Ces coûts-là peuvent être très élevés et donc mettre en péril l'équilibre du projet. Il faut bien se dire que c'est bien le prix du foncier qui va déterminer la faisabilité économique d'un projet de construction. Par exemple, donc vous le savez, on est en zone 2 ou en zone 3 dans l'Isère. Donc les zones 2 sont les zones les plus tendues. En zone 2, on a coutume de dire qu'un terrain aménagé peut à peu près être acquis, enfin pas acquis, mais à un prix de sortie global d'environ 200 € du mètre carré de surface utile de logement. Tandis qu'en zone 3, c'est beaucoup plus complexe et il faut quand même d'ailleurs une certaine taille d'opération pour avoir un équilibre de projet et assez régulièrement, en fonction des besoins du foncier, on a besoin, en fait, on sollicite souvent un foncier gratuit. Donc, c'est bien l'échange entre le bailleur, dans le cadre de cette étude, dans un foncier donné, qui va permettre d'en définir ce prix. Ce prix variant assez peu d'ailleurs en fonction des produits, c'est-à-dire on parle de logement locatif social, on pourrait aussi parler de logement en accession sociale puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de mixité dans nos projets, mais les terrains pour de l'accession sociale ont eux également un prix maximum admissible. Donc, cette composante essentielle du prix de revient d'un projet que constitue le coût d'un foncier, c'est important parce que la collectivité peut agir directement sur la fabrication de ce prix. Et pour cela, donc, elle peut mobiliser donc, tous les outils possibles, définir une vraie stratégie foncière réfléchie donc, à l'échelle du PLH,
Cette politique foncière, elle est aujourd'hui intégrée aux politiques de l'habitat, puisque les PLH comprennent un volet foncier qui peut identifier notamment des parcelles mobilisables pour les logements locatifs sociaux. Donc, dans les outils, donc les PLU notamment, on peut imposer du logement locatif social sur certaines zones par des emplacements réservés. On peut y mettre des contraintes de mixité sociale. On peut favoriser aussi l'aménagement public donc à travers des actes notamment, mettre en place un droit de préemption et puis utiliser les établissements publics fonciers locaux comme outil de stratégie, c'est-à-dire qu'ils peuvent assurer du portage foncier qui va intégrer la destination du projet au moment même de la négociation du coût du foncier avec le propriétaire et qui peut également, ces EPFL peuvent également pratiquer des décotes, des minorations foncières. Donc à ce jour, il s'agit bien sûr de trouver du foncier, d'organiser sa libération, sa transformation, d'en maîtriser la destination, le coût et le programme. C'est un vaste sujet, mais les bailleurs sociaux sont aux côtés des collectivités pour le faire. J'ajouterai qu'en 2019, il y a eu très peu de mobilisation de foncier, ceci en année préélectorale. On sait que c'est une année qui est un peu complexe puisque les équipes, bien évidemment, donc lors des élections peuvent changer. Donc, l'année précédant les élections, on ne peut pas engager de projets importants. Donc, on a eu peu de mobilisation de foncier en 2019 et d'ailleurs, on l'a bien ressenti dans les demandes d'agrément logement social en 2020, puisque c'est moins 40% de ces agréments qui ont été sollicités et délivrés sur le territoire de l'Isère par rapport à 2019. Donc, il est urgent aujourd'hui, en début de 2021, si l'on veut voir sortir des opérations de logements sociaux dans le mandat, de se mettre donc à fabriquer du foncier pour pouvoir lancer ces constructions le plus rapidement possible. Voilà, merci, je vous laisse là. Merci Pascal pour cette intervention. Nous avons un petit peu débordé, donc nous allons essayer de revenir dans notre temps. On va demander au modérateur, est-ce que nous avons des questions? Alors, à ce stade, nous n'en avons pas. Bien entendu, vous pourrez revenir sur ce thème après, quand il sera complété. Et pour récupérer un peu de ce temps, je vais donner rapidement la parole à Julien Lair, qui est directeur du développement et du patrimoine chez Pluralis et qui va nous parler plutôt là des produits et de ce qu'on peut faire une fois qu'on a ce foncier. Qu'est-ce qu'on peut produire qu'est-ce que c'est finalement que les produits du logement social? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'opportunité étant identifiée et les objectifs fixés, nous engageons l'étape numéro 2, qui est l'élaboration du programme et la conception du projet. Donc, nous disposons d'une large palette de produits, des produits locatifs sociaux, donc le prêt locatif aidé d'intégration, PLAI, et sa déclinaison qui est le PLAI adapté, le prêt locatif à usage social, plus le prêt locatif social, PLS, et le logement locatif intermédiaire. Nous disposons aussi de produits d'accession sociale, accession sociale à la propriété, avec notamment deux produits spéciaux, le PSLA, le prêt social location accession, qui est une disposition particulière qui permet d'accéder progressivement à la propriété avec une première phase locative, puis une phase acquisitive. Le bail réel solidaire, qui est également une deuxième solution plus particulière, déclinaison de l'accession sociale, qui est un démembrement de propriété, donc le foncier et le bâti. Et donc, nous louons le terrain, ou l'acquéreur loue le terrain et achète son logement en parallèle, ce qui permet d'alléger les coûts d'accession à la propriété. Les produits SRU sont, donc, pour le décompte des logements sociaux, sont les PLAI plus PLS, le BRS et le PSLA pour partie en termes de durée. Donc, tous ces produits répondent aux besoins des divers publics accueillis, quelle que soit la composition familiale, la situation familiale, l'âge, et ce, à toutes les étapes du parcours résidentiel. C'est du logement dit familial le plus classique, mais aussi des logements et hébergements spécifiques pour des étudiants, des personnes âgées, des personnes handicapées, etc., etc. On reviendra sur ce point un peu plus tard. L'ensemble de nos projets sont adaptés au territoire.
et à leurs besoins. Donc, Pascal l'a signalé tout à l'heure, adapté aux programmes locaux de l'habitat et ce sont des réponses aux programmations stratégiques de ces documents. Ce sont aussi des projets qui, alors, à l'échelle projet, répondent aux attentes inscrites dans les documents d'urbanisme, tant en forme urbaine, en forme architecturale, avec du logement collectif, du logement individuel, de l'habitat intermédiaire, mais également tous les enjeux territoriaux, tels les enjeux de paysage, les enjeux de mobilité, les enjeux énergétiques. Ce sont des programmes qui intègrent systématiquement la mixité sociale et intergénérationnelle et la mixité des statuts. Alors, social et intergénérationnel, les produits logements sociaux sont divers, comme je l'indiquais, et s'adressent à différents publics, des personnes sans logement, des personnes hébergées chez leurs parents ou amis, des personnes âgées en perte d'autonomie ou dépendantes, des personnes handicapées, des personnes jeunes, des étudiants, des jeunes travailleurs, des salariés, etc., etc. Et mixité des statuts, Pascal l'a signalé également, puisqu'on peut intégrer dans des projets différents produits et donc mixer de la location, de l'accession, voire de l'hébergement spécifique. Un logement social est un logement construit dans un cadre avec l'aide des collectivités publiques. Il est soumis à des règles strictes de construction, de gestion et d'attribution. Ce cadre réglementaire est multiple. Donc, tant dans le cadre de lois d'orientation générale, la transition énergétique, l'adaptation de la société à la vieillesse, de loi logement, alors quelques acronymes, hein, la SRU, la loi ENL, la loi ALUR, la loi Elan, ou des règles communes, urbanisme, droit de la construction et autres. Un volet économique également, avec les règles de financement du logement social, ou les lois de finances annuelles, et les volets juridiques et autres. Nous sommes soumis à la commande publique et nous appliquons toutes les règles de sécurité, santé publique, code des assurances, code du travail, etc., etc. Alors, un petit zoom sur les loyers, les prix réglementés, les plafonds de ressources, que je vais illustrer avec un petit graphe. Donc, sur ce diagramme apparaissent les plafonds de ressources en abscisse. Les plafonds de ressources, ce sont les revenus fiscaux de référence des occupants, des foyers, et les loyers en ordonnée pour les différents produits locatifs présentés avant, qui apparaissent sous forme de bulles bleues. Donc, les plafonds de ressources varient selon la zone géographique. Donc, hors Île-de-France, et pour une famille de 3 personnes sur cet exemple, puisque les plafonds sont conditionnés à la composition du foyer. Et en ordonnée, les loyers qui varient également en fonction de la zone géographique. Donc, cela a été dit, zone 2 et zone 3 sur nos territoires. Et vous avez les loyers en valeur 2021. Alors, ce sont des loyers de base, puisque les loyers sont corrigés par différents coefficients modulateurs que vous voyez apparaître dans la légende. Donc, le CS, c'est le coefficient de structure qui est lié à la taille moyenne de l'opération. Et nous modulons aussi avec des majorations locales et nationales qui traduisent la qualité des programmes, qualité énergétique ou la proximité des services, par exemple. Voilà, je vous laisse regarder les éléments. Donc, pour donner un exemple, pour le plus, c'est environ 34 000 € de ressources. C'est environ 60 à 70% des Français qui sont donc éligibles sur les 2 premiers produits PLAI et plus. Le bailleur social est un gestionnaire dans la durée, vous l'avez entendu dans la vidéo. Donc, il se préoccupe avec les collectivités de différents éléments, de l'intégration harmonieuse du programme au site et de l'organisation spatiale de l'opération. Organisation spatiale pour préserver les vues, limiter les vis-à-vis, préserver des espaces verts. Les surfaces des logements, les pièces et locaux proposés, les annexes et les différentes prestations, balcons, terrasses, celliers, donc des espaces extérieurs au logement pour agrémenter le logement et gagner en qualité de service, des stationnements, parking, garage, des espaces communs équipements. Et la dernière partie de cette phrase est importante, c'est en se souciant du coût global, c'est-à-dire que nous examinons tous nos projets sous le prisme du coût global, avec l'intégration dans la réflexion des coûts de gestion, coûts d'entretien, des charges collectives, des charges individuelles, des consommations, etc., etc. Nous apportons une attention toute particulière à la qualité de service et à la qualité d'usage.
Pour répondre à ces enjeux, nous avons différents leviers de rationalisation et d'optimisation existent. Le premier étant bien évidemment le foncier, comme ça a été dit lors de l'intervention précédente. Et ensuite, nous disposons d'autres leviers que l'on retrouve dans le principe même du montage d'une opération locative ou d'accession sociale. À partir d'un programme, donc les typologies de logements surface et la performance et la qualité des logements et de la résidence, nous en déduisons des loyers logements, loyers annexes et accessoires, donc réglementés comme je l'indiquais. Ce programme a un coût ou un prix de revient. Ce prix de revient, il est financé et nous déterminons un bilan d'exploitation en recettes et dépenses. Donc nous intervenons sur chacun de ces blocs pour optimiser et rationaliser les projets et proposer la meilleure qualité de service et d'usage à un coût compatible avec le modèle du logement social. La troisième intervention qui vient détaillera ce principe. Donc la question se pose souvent de la maîtrise d'ouvrage ou de la VFA. Donc vous l'avez compris dans ma présentation, la maîtrise d'ouvrage directe opérée par le bailleur nous permet de maîtriser l'ensemble des enjeux et des éléments qui ont été présentés. Dans le cadre d'une VFA, donc une vente en l'état futur d'achèvement, c'est le dispositif qui nous permet d'acheter des logements à un promoteur. Les leviers sont moindres et nous ne pouvons intervenir que sur des éléments mineurs du projet parce que nous avons des marges de négociation réduites du fait du cadre strict de la VFA. Je vous remercie. Voilà, on est de retour. Merci pour cette présentation. Donc, on a une petite question concernant les zonages. Dans le cadre des PLUI, quand un pourcentage de logement social est prévu dans la zone d'intervention de l'opération, comment se fait la répartition entre plus et PLAI? Peut-être, Stéphane, tu veux nous en dire deux mots, ça sera plus simple que de redonner la parole. Donc, c'est là où l'importance du partenariat avec la commune, éventuellement avec les réservataires, est importante. On s'adapte en fonction de la spécificité du territoire et ce pourcentage va varier d'un territoire, d'un projet à l'autre. Et il est vrai que la notion de mixité sociale, qui s'apprécie aussi par rapport aux ressources, est importante pour bien répartir les PLAI et les PLUS. Merci Stéphane. Nous allons donc dans un troisième temps avec Bruno Rennfeld, qui est directeur du développement, de la maîtrise d'ouvrage chez Grenoble Habitat, aborder la question du financement. En introduction de son propos, nous allons regarder une courte vidéo, je l'espère en tout cas. Nous allons la lancer. Faisons confiance à la technique. Allons-y. Alors pour qu'un logement social sorte de terre, il faut apporter à peu près 140 000 euros. 140 000 euros, c'est une moyenne, ce qui est une grosse somme. Ils sont financés par 110 000 euros d'emprunt, 10 000 euros de subvention, c'est une partie des aides publiques au logement social, et puis 20 000 euros qui viennent directement des finances de l'organisme. Alors l'emprunt, les organismes de logement social se financent auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts utilise l'argent qui est placé sur les livrets A des Français pour en tirer des prêts qui sont prêtés aux organismes de logement social. Ce système de financement permet d'avoir une forme de solidarité entre les organismes, puisque tous les organismes empruntent au même taux. Le taux ne dépend que de la nature du logement social. Là où les loyers sont plus bas, le taux sera plus bas. Oui, nous allons parler du financement et peut-être, pour commencer, de ce que coûte un logement social aujourd'hui et pour cela, faire un petit retour aussi sur l'évolution du coût de ces logements depuis une vingtaine d'années. On voit, ça c'est une moyenne nationale, que le logement social familial a doublé en prix de revient au logement au cours des 20 dernières années. Il a doublé sous l'effet d'un certain nombre de facteurs. On l'a vu, donc Pascal Clerc l'a expliqué, des fonciers qui ont déjà triplé en données d'entrée dans les prix de revient des bailleurs, mais aussi avec une évolution réglementaire qui a été particulièrement soutenue sur ces 20 ans,
Il y a eu 2 générations de réglementation thermique, il y a eu une nouvelle réglementation en matière de structure, des réglementations qui ont évolué aussi sur les normes acoustiques, les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et l'intégralité de ces évolutions ont entraîné des plus-values au sein de nos prix de revient. À cela, il faut aussi ajouter la prise de conscience environnementale qui a accompagné nos façons de construire, avec des volets végétaux au sein des opérations. Pascal évoquait aussi l'évolution de la qualité des aménagements aux abords de nos résidences, d'une part. On a des volets végétaux aussi embarqués maintenant au sein des projets, en traitement de terrasse, en traitement de façade parfois, qui ont entraîné aussi une évolution de ces coûts. Et sur la qualité des matériaux aussi, et leur aspect biosourcé, on peut avoir des évolutions au sein de nos prix de revient. À cela, le rapport aux mobilités induit aussi des évolutions. On a de plus en plus mis dans nos bâtiments nos stationnements. Ils sont plus sur de la surface imperméabilisée ou beaucoup moins aux abords de nos bâtiments. Ça a un coût. On a aussi maintenant généralisé des locaux vélos de plus en plus spacieux au sein de nos résidences, qui nous conduisent à consommer une surface bâtie pour ces éléments-là, de la même manière que nos locaux ordures ménagères se sont développés pour s'adapter aux contraintes des tri sélectifs. Donc, ce doublement du prix de revient, on peut regarder comment aujourd'hui, en moyenne, il est financé. On voit qu'en 20 ans, la subvention de l'État a sensiblement diminué dans les plans de financement des bailleurs, de 7 à 2%, un État qui aujourd'hui n'aide plus directement le logement PLUS, qui est quand même le gros volume du logement social produit, mais n'intervient que sur le PLAI. À côté de ça, on a des subventions des collectivités locales, EPCI principalement, qui ont augmenté en volume, mais pas énormément en proportion. Alors, je dis bien que tout ça, ce sont des moyennes. Vous n'y retrouverez peut-être pas tout à fait ce qui vaut pour les secteurs géographiques et les EPCI avec lesquels vous êtes le plus à même d'intervenir. Et après, les adaptations sont faites par les quotités de prêt, qui ont un peu diminué, mais pas tant que ça, parce que les taux des emprunts ont sensiblement baissé, et donc on arrive encore avec les loyers à équilibrer des montants de prêts significatifs dans nos plans de financement. Et la plus grosse variable d'ajustement, c'est les fonds propres des organismes qui ont triplé en proportion, mais quintuplé en valeur pour arriver à maintenir les équilibres d'exploitation, avec un effet important sur la capacité même à produire de chacun des organismes, puisque quand on voit des fonds propres autour d'entre 20 et 25 000 euros au logement, ce sont des montants substantiels qu'il faut pouvoir produire en termes d'autofinancement. L'équilibre financier d'une opération, donc, c'est arriver à permettre d'avoir une notion d'exploitation de nos projets qui soit équilibrée dans le temps sur la durée d'emprunt, puisque, comme il a bien été expliqué jusque-là, un bailleur, c'est un opérateur qui s'engage sur la durée et sur son patrimoine. Donc, aujourd'hui, notre prix de revient est constitué d'environ un post-charge foncière de 20 à 30%, suivant la spécificité des projets et leur situation, plus ou moins tendue. Des coûts de construction qui pèsent entre 55 à 65% aussi de nos bilans et 15% d'honoraires techniques et divers. On a un peu de frais financiers, un peu de suivi de projet en interne qui émarge aussi au prix de revient de nos opérations.
Les emprunts donc, qui nous servent à financer la très grande partie de ce plan de financement, ce sont principalement des emprunts assis sur les dépôts du livret A qui sont donc accordés par la Caisse des dépôts. Des emprunts sur une durée de 40 et même à 50 ans hein, aujourd'hui pour la partie foncière de nos projets. Donc, c'est des engagements de très long terme que prennent les bailleurs. Et donc, nos fonds propres de 15 à 20% pour aller jusqu'à 25 000 € par logement. Notre exploitation prévisionnelle aujourd'hui s'équilibre principalement par nos loyers qui doivent essayer d'équilibrer les charges d'exploitation récurrentes sur la durée d'occupation des bâtis. Donc, le loyer prend en charge, bien entendu, les annuités d'emprunt, que ce soit capital ou intérêt. Les frais de gestion, sachant que ces frais de gestion vont intégrer les imprévus de gestion, donc que ce soit la vacance locative, les impayés, mais aussi les frais d'entretien mise en état qui vont devoir être supportés par le bailleur. Parmi ces frais aussi, même si sur les projets neufs, on est exonéré pour une durée qui est actuellement de 25 ans, le poids de la taxe foncière est un élément important qui pèse sur nos équilibres d'exploitation quand on raisonne sur une durée qui accompagne la vie des emprunts et donc qui va jusqu'à 50 ans sur le projet. Donc il y a l'amortissement des fonds propres qui doit être aussi, lui, pris en charge par les opérations, sachant qu'après, sur le prix de revient, on a bien vu qu'au-delà de ce que permettent les loyers, donc le volet subvention est déterminant, sachant qu'au niveau des collectivités, ce volet doit s'accompagner d'une garantie d'emprunt pour permettre aux bailleurs de souscrire les emprunts auprès de la CDC. Donc, suivant les territoires, la question de cette garantie se pose et c'est vraiment de la responsabilité des collectivités en accompagnement de cette volonté de développement du logement social que d'arriver à permettre la mise en place de ces garanties. Et puis, donc, ce volet fonds propres qui complète le plan de financement, lui, quelque part, il est issu de l'exploitation globale de l'organisme et donc notamment des produits qui peuvent être issus d'opérations sur lesquelles les emprunts sont amortis et qui dégagent donc une exploitation positive. Donc là, ce sont tous les locataires, quelque part du patrimoine du bailleur, qui contribuent à l'émergence de l'offre nouvelle à laquelle ils pourront prétendre après dans le cadre d'une mobilité au sein du parc. Donc globalement, pour conclure, les éléments qui permettent à un organisme financier de trouver son équilibre, c'est ses loyers perçus. Et comme on l'a vu, donc, ils prennent en charge les emprunts, le risque locatif, les frais de gestion propres à l'organisme avec tout son personnel et ses frais généraux, les taxes, sa maintenance, donc la maintenance, on va dire au jour le jour, et puis toute la maintenance qui est approvisionnée pour le gros entretien et le renouvellement des composants. Au-delà de ça, l'organisme peut avoir des produits en termes de prestations diverses, de vente d'une partie de son patrimoine et les produits financiers, et notamment le placement de la trésorerie des locataires qui contribue à générer, même si c'est moins spectaculaire qu'avant, des produits. Donc le résultat qui découle de ces charges et de ces produits, c'est ce qui permet à l'organisme de continuer à se développer et d'assurer sa mission sur le territoire. Voilà, je vous remercie. Merci Bruno.
On va donc reprendre ici la main. On a peu de questions, mais je rappelle qu'Apsis s'était engagé à répondre à toutes les questions, même si ce n'est pas en direct live. Donc, on a un sujet qui revient de façon assez récurrente, qui est la question de la réponse au vieillissement et de savoir si les produits générés peuvent être comptabilisés dans le logement social. Je vais demander peut-être à Stéphane de nous dire ce qu'il en pense et comment il voit ces choses-là dans le mécanisme du logement social. C'est une très bonne question, hein. C'est une thématique essentielle aujourd'hui dans nos activités, le vieillissement, à la fois bien sûr sur la construction, on pense à des EHPAD, on pense à des foyers de personnes âgées qui sont conventionnés, donc qui rentrent dans le décompte du logement social, mais c'est aussi tout l'aspect bien vieillir à domicile, à la fois à travers de l'intergénérationnel, à travers l'habitat inclusif. Il est important de pouvoir faciliter le bien vieillir chez soi pour les personnes qui habitent déjà dans notre parc. Je pense qu'on a déjà, on a en tout cas abordé cette question. J'espère que ça vous donnera envie d'en parler avec vos bailleurs de référence pour encore avancer dans ces sujets-là. Une question qui revient aussi régulièrement sur les modes constructifs, c'est l'impact que pourra avoir demain la RE 2020 sur les coûts de construction. Donc, nous, ce qu'on pense les bailleurs sociaux, c'est que la RE 2020, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux, qui est donc nécessaire. Pour parler plus simplement, nous sommes dans le cadre de nos réhabilitations thermiques lourdes plutôt en avance dans le parc social sur la question des performances énergétiques par rapport au parc privé. Par contre, on est aussi conscient que ces exigences normatives qui vont arriver prochainement, elles vont impacter les coûts de construction du logement social. On l'a évalué entre 8 et 13% de plus-value sur le coût de construction. Et donc, il va bien falloir à un moment donné se poser la question de si on veut du logement social vertueux, conforme à la nouvelle norme, comment on le finance également. Donc ça fera aussi, ça peut être un sujet également de débat avec les pouvoirs publics. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Avant de conclure, on va donner la parole à notre grand témoin. Il est important de loger la France telle qu'elle est, et donc ce soit des étudiants, des jeunes actifs, des familles monoparentales, il est important d'avoir une diversité dans notre offre de logement. Là aussi, on rejoint les besoins des territoires qui ne sont pas les mêmes en zone urbaine, en zone rurale, dans les grandes métropoles ou en zone de montagne. Donc oui, par rapport à cette notion de jeunes actifs, c'est aussi une demande qui est forte. Hein. On le voit, la demande sur des T2 est importante. Et on a des partenaires qui viennent, je pense notamment à Action Logement, qui vient sur aider, favoriser la construction de logements, notamment pour des jeunes actifs. Sur l'urgence, on peut peut-être dire que la question, c'est que souvent, on a une règle d'attribution, on a des gens qui sont dans une sorte de file d'attente, ce n'est pas toujours évident, et qu'il existe des logements spécifiques pour répondre à la question de l'urgence immédiate, des modes, que ce soit en hébergement ou en logement, qui permettent après de rentrer dans une attribution en logement de droit commun. On peut également, par des dispositifs du type logement d'abord ou logement toujours, rentrer directement dans le logement social, y compris en sortant de la rue. Donc, il existe des dispositifs qui permettent d'accéder au logement de droit commun en direct, et il y a également des dispositifs d'accompagnement, accompagnement par l'hébergement ou accompagnement social, y compris dans le logement de droit commun. Donc, on est aujourd'hui équipé pour faire face, effectivement, comme l'a dit Stéphane, à des demandes très diverses, et on a les capacités réglementaires et législatives de le faire. On rappellera juste qu'il faut, et c'est là que c'est nécessaire et que c'est indispensable, il faut produire, il faut avoir de l'offre pour répondre à des demandes diverses et ne pas avoir à gérer des priorités des uns au détriment d'autres. Et c'est ça la principale difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une offre suffisante pour répondre à la demande dans l'ensemble de sa diversité. S'il n'y a pas d'autres questions, cher modérateur, nous allons donc donner la parole à notre grand témoin et laisser
la conclusion générale et je reprendrai la main après la prise de parole de Stéphane. Merci Patricia. On l'a vu, la crise sanitaire a mis en avant, comme les médias les ont appelés, les Français de première ou de deuxième ligne, personnel soignant, forces de l'ordre, pompiers, agents de nettoyage, caissières. Beaucoup d'entre eux habitent dans un logement HLM. En France, il y a un Français sur 6 qui bénéficie d'un logement social. Le ratio est identique sur notre département, un Isérois sur 6 réside dans un logement public. Et pourtant, l'offre est insuffisante et mal répartie. C'est la mission des bailleurs sociaux, une mission d'intérêt général, de loger la France telle qu'elle est, en proposant un logement de qualité et abordable, et ainsi pouvoir répondre à tous les besoins de la société française. Je l'ai dit tout à l'heure, étudiants, jeunes actifs, couples avec ou sans enfants, familles monoparentales, personnes âgées, personnes handicapées. Les besoins sont variés et nous devons collectivement répondre à toutes ces attentes. Alors donc le titre de ce webinaire, c'est « Produire du logement social, une chance pour les territoires ». À travers 2 thèmes, je vais essayer de montrer les avantages, en reprenant bien sûr des propos qui ont déjà été dits, parce que ces propos ont du sens pour nos territoires, en essayant de démontrer les avantages du modèle économique et social du logement HLM sur le département de l'Isère. Premier point, loger l'Isère telle qu'elle est. Je l'ai dit dans mon préambule, les besoins sont nombreux, variés, et pourtant l'offre est insuffisante, tant quantitativement, on le voit à travers la demande, que ce soit de nouvelles demandes, que ce soit des demandes de mutation, mais également dans sa répartition géographique. On vient de fêter les 20 ans de la loi SRU. Alors l'effet levier a été indéniable, notamment pour la production de nouveaux logements sociaux. Et on voit dans le bilan de cet anniversaire que plus de la moitié des communes concernées ont atteint, voire dépassé leurs objectifs, ce qui en soi est une avancée très positive. Mais bien sûr, si on regarde le verre à moitié vide, cela signifie que d'autres ont encore des efforts à produire, c'est le cas de le dire. Et surtout, le point noir, c'est que la mixité spatiale n'est pas au rendez-vous. On a une répartition sur les territoires qui ne répond pas à la réalité des besoins. Quels sont ces besoins? Eh bien, tantôt des PLAI, c'est-à-dire des logements très sociaux, tantôt des sorties d'hébergement, tantôt des foyers pour personnes âgées, tantôt du logement intermédiaire, tantôt de l'accession sociale. Les organismes HLM ont la capacité à répondre à tous ces besoins, à toutes ces attentes. Pour cela, et cela a été dit tout à l'heure, on a besoin de matières premières, on a besoin de foncier, du foncier accessible. L'équation est simple. Pour sortir un loyer moitié moins cher que dans le privé, il faut avoir un équilibre d'opération et ça démarre sur un foncier accessible et abordable. Alors, on a tous conscience que les projets immobiliers débouchent régulièrement sur des contestations, des oppositions, et encore plus quand c'est un projet de logement social. Et pourtant, ces logements sont bâtis pour répondre aux besoins de la population locale dans toute sa diversité, et notamment pour les travailleurs clés, on y revient. Alors, il y a encore beaucoup de clichés, d'idées reçues, et je voudrais en combattre quelques-unes par rapport au monde HLM. Bien sûr que l'image des tours, des bars, elle est réelle. C'est les années de construction des années 60 et 70. Heureusement, c'est une époque révolue. Aujourd'hui, la taille moyenne d'une opération HLM, c'est 17 logements. C'est-à-dire qu'on parle d'une montée à taille humaine qui est pleinement insérée dans le tissu urbain et qui permet de travailler sur la mixité sociale. Autre chiffre intéressant, régulièrement, nous faisons des enquêtes de satisfaction. 85% des locataires HLM sont satisfaits du confort de leur logement. La notion de confort d'usage est primordiale aujourd'hui quand nous construisons. Bien sûr qu'il y a des aspects architecturaux, des aspects techniques, mais il est important d'avoir toujours en tête cette notion de confort d'usage, c'est-à-dire l'espace du logement, la luminosité, l'aération, les espaces de rangement. Une surface moyenne d'un logement HLM, c'est 69 mètres carrés, contre 66 dans le privé. Donc là aussi, je pense que ça a permis de rétablir des vérités. Et puis, bon, le délai est court, mais
l'aspect environnemental est bien sûr important. Certains médias parlent encore de passoires thermiques et ciblent le logement HLM. 42% du parc HLM est aujourd'hui classé dans les étiquettes les moins énergivores, A, B et C. Au niveau national, c'est 14%. Je pense que le chiffre parle de lui-même. Ensuite, je voudrais parler de l'aspect économique. On va sortir tôt ou tard de cette crise sanitaire et l'aspect relance va être essentiel. On a connu une réforme des aides au logement qui n'a eu pourtant que la lutte contre les déficits publics. La loi de finances 2018 a mis en œuvre une réduction de loyer imposée aux bailleurs sociaux pour amortir le choc social pour les bénéficiaires des APL. Cette réforme n'a été appliquée que sur le seul parc social. Lorsqu'on ajoute cela à la hausse de la TVA, au financement de l'Agence nationale de rénovation urbaine, à la non-actualisation des aides au logement, l'impact a été brutal pour le modèle HLM français. Et pourtant, le post-logement est celui qui a connu la plus forte augmentation au cours des dernières années, c'est les chiffres de l'INSEE qui le démontrent, dans le budget des Français. C'est le premier poste de dépense pour les plus modestes des Français, devant l'alimentation et la santé, alors que c'est le 4e poste de dépense pour les plus aisés. Je pense que les HLM interviennent de façon très favorable dans le tissu économique, à la fois pour le pouvoir d'achat des locataires, des loyers maîtrisés, des loyers plafonnés, ça a été dit tout à l'heure, par une maîtrise des charges, notamment par rapport aux innovations environnementales que l'on voit, que ce soit sur le neuf ou sur le parc existant. Et ça permet ainsi, pour le locataire, de maîtriser son reste à vivre. C'est un élément essentiel que le pouvoir d'achat. Et puis, nous avons un rôle sur l'emploi local, sur le tissu économique, que ce soit à travers les salariés. 1300 salariés aujourd'hui travaillent chez un bailleur social d'Abcise. Et puis, nous investissons chaque année 250 millions d'euros sur le tissu économique local. Donc, c'est des emplois locaux avec des TPE, des PME, et qui bien souvent, ces salariés habitent dans des logements sociaux. Ces 250 millions d'euros engagés par les bailleurs représentent un investissement d'avenir utile et responsable. Alors pour finir, le logement social, on l'a vu tout au long de ce webinaire, est au cœur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux de notre société. Donnons-nous la chance de produire des logements de qualité au bénéfice des territoires et des habitants. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Cette conclusion, effectivement, est extrêmement intéressante. Elle balaye tout ce que nous sommes. Et j'espère qu'elle vous aura donné à tous envie d'aller un petit peu plus loin. Je rappelle que toutes les questions qui, même après la fin de ce webinaire, seront envoyées par mail auront une réponse. On s'attachera à répondre à tous. Le prochain webinaire aura lieu donc le 5 mai sur le même horaire et portera sur les attributions. Le suivant, le 2 juin, je vais y arriver, le 2 juin sur le thème de la gestion. J'espère que nous allons encore nous améliorer au niveau technique, que ça n'a pas été trop difficile pour vous et nous sommes très heureux et nous vous remercions pour votre participation. C'est assez nouveau cet exercice et nous continuerons à venir dialoguer avec vous dans ces conditions un peu particulières, mais le dialogue doit être maintenu entre tous les acteurs du logement et notamment du logement social au bénéfice de nos territoires. Bonne journée à tous et merci encore.